Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Avant de passer en mode flânage, j'ai 2 ou 3 remerciements à faire. La semaine passée, j'ai fait un double lapsus dans le segment sur le nouveau service de livraison d'Uber. J'ai dit Leafy au lieu de dire Leafly. Merci à Marchand d'Arbres pour sa remarque sur mon erreur. J'ai aussi reçu un courrier extraordinaire d'une personne que je ne veux pas ou que je ne peux pas nommer. Mais cette personne a fait le tour des épisodes de Top Pot en quelques jours, quelques semaines. Et les commentaires étaient tout simplement hyper motivants. Merci beaucoup. Et finalement, sur Bon Stock, mon nouveau magazine numérique, j'ai publié la semaine passée un article sur la productrice Karine Desjardins, la propriétaire de Vertuose. Quel beau nom, Vertuose. Eh bien, c'est un beau partage de Karine et une super réception un peu partout sur le net. OK, c'est fini. Fini les remerciements. Alors, aujourd'hui, Top Pot continue de flâner parce que c'est une formule qui fonctionne. C'est ce que vous me dites, en tout cas. On m'a même dit que j'étais un peu plus coquin en mode de flânage. C'est peut-être un bon signe. OK, alors, tant qu'à flâner, je vais me permettre de revenir sur un partage de la semaine passée. Je racontais comment Puff Daddy a acheté une entreprise de cannabis pour juste 180 millions de dollars US. Eh bien, il a suffi de moins d'une semaine ouvrable pour que des experts remettent en cause son achat. Un bref rappel si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode 126. Diddy a acheté les actifs de production et de vente de Columbia Care et de Cresco Labs. Juste donc 185 millions de dollars ou 180, je ne suis pas sûr. Pour les vendeurs, c'était une obligation de vendre à cause des exigences réglementaires des législateurs américains suite à leur fusion de 2 milliards de dollars. On était donc dans un marché d'acheteurs, quoi. Et là, les spécialistes questionnent la diligence raisonnable, en anglais la due diligence, effectuée ou pas par l'équipe de Diddy. Juste une seconde, hein. Quand je viens au comptoir du Top Pot, faut que je me commande un café pour me lancer. MJ, ouais! Mon habituel, s'il te plaît. Merci. De retour. Alors, si Combs, c'est le nom légal de Puff Daddy, si Combs pourrait devenir le plus grand opérateur d'une entreprise appartenant à une minorité visible, il n'est pas le premier black à investir dans le cannabis. Non, ça, c'est peut-être Jay-Z Carter, qui est le propriétaire de la marque Monogram, depuis 2020, je pense. Là où Diddy innove, c'est qu'il pourrait être le premier MSO noir à être intégré verticalement. Évidemment, tout ça si les autorités antitrust américaines autorisent la transaction. Au final, presque tout le monde affirme que la transaction de Diddy est bonne pour tout le monde. Mais beaucoup de gens pensent qu'il a quand même payé trop cher. Personnellement, je suis plutôt enclin à penser que Diddy a tout réussi dans sa vie. Il semble en plus bien conseillé. Et en plus, généralement, pourquoi soudainement aurait-il perdu sa perspicacité? Parlant de perspicacité, pourquoi ne pas regarder celle du gouvernement irlandais? La Haute Cour de l'Irlande, rien de moins, un de ses juges en fait, vient d'affirmer qu'il faut interdire la vente d'huile de chanvre importée qui pourrait contenir des traces de THC. Pourquoi? Parce que cela est interdit par la Convention de 1971 sur les substances psychédéliques. Cette convention sur laquelle le Canada s'est assis, littéralement. Alors, M. Alexander Owens, c'est le juge, ça, eh bien, il rejette aussi le précédent de l'affaire Canavap. Ça, c'est une histoire qui se passait en France, qui était supposée remettre toutes les pendules à l'heure, mais dans le fond, si peu. Alors, cette position de l'Irlande pourrait avoir un gros impact sur les projets de légalisation dans d'autres pays comme l'Allemagne. Donc, toute la communauté européenne vient de faire un gros pas en arrière. Le Canada, lui, s'est affranchi de la Convention de 1971 comme si de rien n'était.
Je me souviens d'ailleurs que dans les mois qui ont précédé la légalisation canadienne, Poutine, en meilleure relation avec les États-Unis et le Canada, Poutine disait que le Canada se positionnait en marge de la communauté mondiale. Eh bien, on souhaite une bonne chance aux Russes pour la suite. Une seconde. Merci, MJ. Oh, c'est bon. Toujours un peu d'eau. OK. Donc, cette fameuse convention de 1971, comment rendre le cannabis plus acceptable? Hein? On peut parler d'une stratégie, d'un cheval de Troie. Comment faire que les Québécois aiment plus le cannabis ou que les États-Unis aiment plus le cannabis ou que la Russie aime plus le cannabis? Eh bien, il y a des gens qui ont proposé la semaine passée une solution. Cette acceptabilité sociale, elle peut peut-être passer par le chanvre et l'alimentation. Alors, pour donner une forme à cette vision, il y a un groupe d'industriels américains qui dormait depuis 20 ans. Et ce groupe vient de renaître de ses cendres. Le Hemp Food Association, le HFA, eh bien, ce groupe croit que leur industrie pourrait générer 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires très rapidement. Alors, le marché alimentaire et la graine de chanvre sont généralement encadrés par une législation stable et claire pour tout le monde. La FDA américaine n'a pas ou peu de problèmes avec ce type de produit. Donc, on parle de produits sans danger, faciles à produire et à exporter. C'est un gars qui s'appelle Richard Rose, c'est un pionnier, qui relance le groupe qu'il avait mis sur pied en 1998. Le chanvre alimentaire, dit Rose, est le seul produit à base de chanvre vendu partout depuis des années. Rose, dans les années 90, en vendait partout dans le monde. Alors, il existe déjà des dizaines de millions de clients réguliers de ce genre de produit, qui permet également de lutter contre les changements climatiques. Il répond aussi à plusieurs des objectifs de développement durable. Le raisonnement de l'association est simple. Tout le monde doit manger. Donc, le marché potentiel est extraordinaire. On peut s'abonner gratuitement à l'association et c'est ce que j'ai fait. Je vous encourage à vous inscrire pour mieux comprendre les enjeux et les écueils qui ne manqueront pas d'apparaître aux États-Unis et évidemment aussi au Québec. M. Rose est quelqu'un de très présent sur LinkedIn et il est très généreux. Je lui ai parlé il y a quelques mois pour lui demander quel était le produit le plus facile à produire avec des déchets de l'industrie du cannabis. Dans le secteur non alimentaire, il m'a immédiatement parlé de la fabrication de bois aggloméré. Je voulais être sûr de ne pas dire des bêtises, alors voici la définition de Wikipédia pour ce matériau. Le bois aggloméré, appelé communément aggloméré de façon raccourcie, désigne des panneaux fabriqués à partir de fibres ou de particules de bois. L'ensemble est lié par une colle et pressé à chaud. Fin de la définition de Wikipédia. Je me souviens de la conversation avec M. Rose parce qu'il était en Italie, près du lac Léman, et pendant qu'il me parlait, à un moment donné, il a un ou deux balcons dans sa maison, et il m'a montré le paysage italien, c'était extraordinaire. C'est bien la vertu, on est tous d'accord. Mais ça prend du monde pour le faire pousser, ce cannabis-là. Et il est difficile d'avoir des chiffres au Canada, encore plus au Québec. Mais on peut tenter de comprendre notre situation en regardant ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Un peu comme personnellement, je lis la presse française pour comprendre ce qui se passe au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des dossiers plus complets et qui éclairent les mêmes problèmes qui se présentent dans les deux pays. Alors évidemment, ce problème de main-d'œuvre s'étend à tout ce qui pousse dans les serres et les pépinières. J'ai été chanceux, j'ai trouvé une enquête qui s'est penchée sur cette problématique. Il s'agit d'une collaboration entre deux universités, la Davis en Californie et l'Université d'État du Michigan. Deux universités donc, et une association qui s'appelle American Hort. Hort comme dans horticulture. Alors, American Hort veut représenter l'industrie horticole afin de cultiver des entreprises prospères et pour que notre industrie améliore les vies grâce aux bienfaits des plantes. Ça ressemble à ce que pourrait être la mission d'un groupe de représentation des intérêts de l'industrie du cannabis, au Québec et au Canada. Alors, les buts de leur enquête étaient simples. Mesurer la prévalence des problèmes de main-d'œuvre,
comprendre l'impact de la pandémie du COVID-19 sur leur industrie et finalement voir la mesure de l'impact réel des technologies d'économie de main-d'œuvre. Dans l'industrie du cannabis, ça pourrait vouloir dire, par exemple, regarder les avantages d'utiliser une machine à trimer, une machine électrique, évidemment. Donc, l'industrie horticole américaine et les chiffres qu'elle peut nous fournir éclairent parfaitement la situation de l'industrie du cannabis au Québec et dans le Canada, ainsi qu'aux États-Unis. Donc, les résultats sont pour l'année 2021. C'est une étude très récente, très à jour, et on parle de serres et de pépinières sur l'ensemble du territoire américain. OK, donc au pas de course, une synthèse de la conclusion de l'enquête. 2/3 des répondants à l'enquête n'ont pas pu embaucher toute la main-d'œuvre dont ils avaient besoin. Et que, en plus, le COVID a aggravé la situation en 2021. 20 % de la main-d'œuvre nécessaire pour fonctionner à capacité pleine manquait. Donc toujours un petit 20 % de moins que nécessaire pour opérer à pleine capacité. La moitié des producteurs ont investi dans des technologies de réduction de main-d'œuvre, l'équivalent de la trimeuse dans le cannabis. Dans la moitié de ces projets où les gens ont investi, les sommes dépassaient 100 000 $. Donc on parle d'investissement quand même sérieux. Et finalement, un peu plus du tiers des producteurs interrogés ont utilisé le programme H24 qui permet d'engager des travailleurs agricoles temporaires. J'imagine que ce programme ressemble au programme des travailleurs agricoles saisonniers, le PTAS, qui permet aux producteurs d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires, TET. Les conditions imposées par ce programme sont simples. Des Canadiens et des résidents permanents ne sont pas disponibles pour le travail. Vous voyez le genre. Les jobs dont la pénibilité est énorme, eh bien, il n'y a pas de Canadiens et de résidents permanents qui sont disponibles pour ce travail. Que doit-on retenir de cette étude? Eh bien, personnellement, je retiens que même les technologies coûteuses ne solutionnent pas tous les problèmes de main-d'œuvre. On est aux États-Unis, hein? On flâne, donc la loi du moindre effort. On se retourne de côté et Born in the USA, la première poursuite pour publicité mensongère dans le cannabis, à ma connaissance. Elle est intéressante. Donc, il y avait de l'action ces dernières semaines avec, entre autres, une poursuite en Californie de 2 consommateurs contre les sociétés Dreamfields Brand et Med for America. Donc, la poursuite est pour publicité mensongère. La publicité de la marque annonçait que leur joint vous transporterait sur Mars plus rapidement qu'Elon Musk. D'ailleurs, je ne comprends pas que Musk ne les ait pas poursuivis lui-même. Alors, le produit aurait été mal étiqueté et contiendrait moins de THC qu'annoncé. Les gens sont prêts à payer plus cher pour un produit à plus forte teneur en THC. C'est évident. Ici, l'argument décisif est que l'écart entre la teneur annoncée et la teneur réelle après évaluation dans un laboratoire, cet écart est donc plus grand que la marge permise de 10 %. C'est quand même beaucoup, hein? Alors, la poursuite parle de concurrence déloyale, de publicité mensongère et de fausse représentation. Elle exigerait, entre autres, en fait, la poursuite demande, elle ne peut pas exiger, elle demande des dommages et intérêts. Au Canada, je ne crois pas que cela soit déjà arrivé. J'ai entendu parler d'un écart de 9 % pour un produit au Nouveau-Brunswick la semaine passée. Ce producteur aurait été sauvé par la règle des 10 %, également adoptée donc par le Canada. C'est une saga pour une autre fois, mais le 10 %, c'est une compétence fédérale de santé. Mais est-ce qu'une province pourrait tenter d'imposer une autre norme, plus forte ou plus faible? On y reviendra peut-être un jour. Donc, on peut penser que ce 10 % est fixe et qu'il nous est impossible d'entrer dans la tête du législateur. C'est un fait. Au Québec, rien ne peut faire fléchir la trajectoire donnée par le législateur actuel. Mais le cannabis, lui, peut entrer dans le cerveau de tout le monde. Ça, c'est un fait aussi. Monsieur Legault, je vous le dis comme ça en passant, vous allez voir, c'est coquin. Monsieur Legault est né en 1957. On peut dire qu'il n'est pas jeune en termes d'âge. Et que vient-on d'apprendre? Eh bien, il y a un lien pour les curieuses dans les notes de l'épisode, ça va de soi. On vient d'apprendre, grâce à une recherche de Carly K. Watson,
que consommer du cannabis pourrait être une bonne chose pour le cerveau des personnes âgées. Et tiens. Avant d'aller plus loin, c'est quoi une personne âgée? Est-ce que M. Legault est une personne âgée, née en 1957? Est-ce qu'il se qualifie? On va se trouver une réponse facile en utilisant la définition de la recherche. L'âge d'une personne âgée, dans cette recherche, est entre 60 et 88 ans. Le premier ministre du Québec est considéré comme une personne âgée dans cette recherche. Pas au Québec, bien sûr, où il pourrait rester au pouvoir pour les 40 prochaines années. Théoriquement, il serait très jeune. Donc, le cerveau d'un animal humain de 60 à 88 ans, un vieux, quoi, réagit mieux au cannabis que celui d'un adolescent. Ce n'est pas une opinion, ça se mesure, c'est un fait. Je vous raconte l'histoire. Une fois, c'est un étudiant universitaire qui s'appelle Bharat Biswal, B-I-S-W-A-L. On est en 1992 dans le Wisconsin. Eh bien, le gars découvre que le cerveau de l'animal humain, même au repos, eh bien, notre cerveau au neutre, nous informe de son déclin quand même. Je vais faire une comparaison. Quand on est jeune, le corps génère plus d'énergie. C'est physique. Près d'une personne jeune, on peut sentir la chaleur en approchant notre main. Et plus la personne vieillit, plus il faut la rapprocher pour sentir cette chaleur. Je me souviens de quelqu'un à Boucherville, un jeune, le frère de quelqu'un avec qui je courais, je faisais des courses de vélo. Lui était exceptionnel, cet enfant. Tu pouvais être à un pied, tu mettais la paume de ta main devant son corps et tu sentais sa chaleur. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Son métabolisme tournait peut-être beaucoup trop vite. En vieillissant, le métabolisme basal ou le métabolisme de base, il diminue. On parle d'un 2 à 3 % par tranche de 10 ans à partir d'un moment donné, genre 55 ans, l'âge de M. Legault, peu importe. Je ne mentionne pas tous les autres facteurs qui participent au fait d'avoir froid quand on vieillit. Si je résume tout ça dans une seule image, à l'hiver de ta vie, ta fournaise fonctionne de moins en moins bien. Alors le test qui a été mis au point par ce chercheur qui était un étudiant au moment de sa découverte, M. Biswal, eh bien ce test s'appelle RSFC ou Resting State Functional Connectivity. En français, connectivité fonctionnelle à l'état de repos. Le sujet, le test, a sa page Wikipédia en anglais avec quelques traductions, pas beaucoup. Ça vaut la peine que je vous les nomme dans l'ordre alphabétique. D'abord en arabe, en cantonais, en chinois et ensuite en perse. Suivent une demi-douzaine de variations, pas de français bien sûr, mais des variations pour le chinois. Le chinois de Hong Kong, le chinois de Macao. Oh, oui, Macao, le paradis des mauvais garçons. Sérieux, pour vrai, c'est le titre d'un film de Joseph von Sternberg avec Robert Mitchum et Jane Russell. Jane Russell, c'était l'équivalent de Marilyn Monroe en moins spectaculaire, mais à l'époque, elle était aussi connue que Marilyn Monroe, mais elle n'était pas blonde, elle avait les cheveux noirs. J'ai trouvé le résumé sur Internet Movie Database. C'est drôle. Nick Cochran, un Américain en exil à Macao, peut sauver sa réputation s'il aide à capturer un seigneur du crime international. Infiltré, peut-il tromper les méchants et en même temps courtiser la belle chanteuse et petite escroc Julie Benson? Oui, ça c'est le résumé de Internet Movie Database. J'adore. Donc la recherche dont je vous parle porte un titre « Consommation de cannabis et connectivité fonctionnelle de l'état de repos dans le cerveau vieillissant ». En voici les grands constats, toujours au pas de course. La retraite des humains, le moment où on prend sa retraite, c'est le début d'une consommation de cannabis qui, littéralement, quadruple. Tous les chiffres disponibles confirment cet état de fait sur tous les continents. Les chiffres de vente confirment aussi que les boomers sont une cible de choix pour les producteurs autorisés. Deuxième grand constat, le cannabis nous affecte différemment selon notre âge. Si on veut parler d'une façon caricaturale, on peut dire qu'il y a vulnérabilité en bas âge d'un côté et des avantages évidents en vieillissant de l'autre. Et finalement, troisièmement,
il y aurait une association entre le fait de consommer du cannabis et une connectivité fonctionnelle de l'état de repos amélioré. Donc, c'est la connectivité qui est améliorée, pas l'état de repos. Est-ce que le cannabis provoque des transformations positives dans le cerveau? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas. Moi, je ne le dirai pas et la recherche ne le dit pas non plus. Est-ce que le cannabis ralentit ou empêche le déclin normal de la connectivité du cerveau dû à l'âge? On ne peut pas l'affirmer non plus, mais ça pointe dans cette direction-là. Ce que l'on sait, c'est que la consommation de faibles doses quotidiennes à partir de 55 ans aiderait à diminuer la dégénérescence du cerveau. Pas rien, non? On continue de flâner. Pas de flânage. Ça veut dire que c'est une incitation à flâner. Plus on avance dans le déploiement de la légalisation au Canada, plus on apprend des choses intéressantes. Ici, par exemple, je vous présente une recherche, une étude transversale qui existe depuis 2019. Plus de 15 000 répondants d'âge légal qui étaient des consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois. Et voici, plus ou moins texto, la traduction de la conclusion de cette recherche. 3 ans après la légalisation, les consommateurs canadiens de cannabis avaient généralement des perceptions de plus en plus favorables des produits légaux par rapport aux produits illégaux, à l'exception des prix, avec des variations selon chaque province et la fréquence de consommation de cannabis. Pour atteindre les objectifs de santé publique de la légalisation, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent s'assurer que les produits de cannabis légaux sont préférés aux illégaux, sans pour autant attirer les non-consommateurs. Fin de la citation. Capter le marché sans faire de promotion, en d'autres mots. Le leitmotiv, le motto de la SQDC. Et pourtant, c'est au Québec que les prix sont les plus bas au Canada. Mais pour beaucoup de gens, c'est encore trop cher. Mais ça aussi, c'est une saga pour une autre fois. Ce n'est pas vrai juste pour le cannabis. C'est la même chose dans la restauration. Les restaurants de Montréal ne peuvent pas vendre au prix de Toronto. Quand ils vont au marché public pour acheter leurs provisions, ils ne vont pas acheter les légumes de la catégorie supérieure, le 4X du cannabis. Non, le marché ne le permet pas. Les consommateurs qui vont au restaurant au Québec, même si la gastronomie a sa place, une très, très, très belle place, les prix ont un rôle réel très important à jouer. Dans un autre genre, complètement, j'ai vu passer une recherche sur l'effet de la musique sur les plantes. Il n'y avait pas de cannabis dans cette expérience qui a confirmé l'influence de la musique sur le développement des plantes. Par contre, il a été observé comment ces organismes modifient leur cycle de vie en réponse à des stimuli sonores externes. Moi, je serais un producteur autorisé que je me mettrais sur ce dossier-là rapidement. Bientôt, on va voir des tests du même cultivar soumis à du heavy metal ou à de la musique classique. Moi, il me semble que c'est une très belle histoire à suivre, non? D'accord. On disait il y a quelques minutes que les produits de chanvre dans l'alimentation nourrissent un marché captif. Les gens n'ont pas le choix, il faut consommer. C'est comme si tu as une voiture, il te faut des pneus. Et si tu es un humain, tu dois manger. Alors, en flânant cette semaine, j'ai trouvé un autre type de produit qui concerne la moitié des gens qui doivent manger. Eh oui, les femmes. Quelle est la caractéristique dont je parle qui est propre aux femmes? Les menstruations. Eh oui. Donc, en flânant, j'ai trouvé une recherche qui s'intéresse aux produits de chanvre et à l'hygiène féminine. On a évalué l'effet des serviettes hygiéniques, en chanvre, évidemment, sinon j'en parlerai pas, sur la microécologie vaginale. La conclusion? J'y vais texto encore une fois. Pour les femmes sans inflammation vaginale, l'utilisation de serviettes hygiéniques en chanvre pendant les menstruations peut aider à maintenir l'équilibre de la microécologie vaginale pour prévenir les infections de l'appareil reproducteur. Fin de la citation. Parlant de gros bon sens, vous avez sans doute remarqué que les élections récentes aux États-Unis ont excité la planète cannabis qui rêve d'y faire fortune. Même chose en Allemagne, mais dans les deux cas, c'est un pas en avant et 2 pas en arrière. Le grand spécialiste de ce genre de truc, c'est Kenzie Riboulet-Zemouli, un Français espagnol dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur Top Pot. Il juge le document de 12 pages publié par l'Allemagne parsemé d'erreurs et mal conçu.
Matt Lammers de MGBiz, dont je parle souvent, a dit quelque chose de similaire lorsque le papier de la position allemande a été publié ou coulé, fuité, si vous préférez, par on ne sait qui à la presse. Ça semblait être un document de travail. En fait, personne n'a vu les arguments juridiques allemands, pas encore. Par contre, sans défier les cadres légaux déjà en place, l'Allemagne semble vouloir contourner les problèmes sur la route de sa légalisation. Malgré tous ces bémols, les géants américains continuent de s'énerver le poil des jambes en pensant que le chemin est déjà balayé pour envahir ces nouveaux marchés. C'est pas demain la veille, mais ça plaît aux boursicoteurs. Il est quelle heure? Je regrette, c'est l'heure. Un instant. Et MJ? Ouais, je te remercie, c'était très bon encore une fois. Est-ce que vous avez changé de fournisseur de CBD? Ah oui? OK. J'ai vu qu'il y avait une différence. Oui, c'est très bon. Celui-là est très bon aussi. Salut. OK. La canneberge. Eh oui, la canneberge. Je pense à la canneberge parce que j'ai entendu des chansons de Noël à la radio. Donc, la canneberge a beaucoup de choses en commun avec le cannabis. D'abord, la période de récolte qui va de la fin septembre à la fin octobre, je crois. Mais il y a beaucoup plus, évidemment. Sinon, je ne ferai pas tout un plat d'accompagnement sur le sujet. C'est d'autant plus pertinent que dans beaucoup d'endroits où la canneberge dominait l'activité économique, elle est maintenant dépassée par la culture du cannabis. C'est déjà le cas chez nos voisins du Massachusetts. Je ne pense pas que ce soit encore le cas au Québec, mais peut-être bientôt. Vous avez sans doute deviné que ce qui est similaire dans la canneberge et le cannabis, ce qu'ils ont en commun, ce sont les terpènes. Et oui, les fameux terpènes, les huiles essentielles, comme disaient nos grands-mères. Et oui, ma mère aussi disait ça, et moi-même, avant que je connaisse le mot terpène. Donc la canneberge contient beaucoup de terpinéol, de limonène et de nérol. Mais comme pour le cannabis, il y a aussi d'autres terpènes et en plus faible quantité. On sait d'ailleurs que depuis le début des années 60, on a identifié que ce sont les terpènes qui déterminent l'arôme et la saveur de la canneberge. Par contre, si vous souffrez d'un choc post-traumatique, il vous faudra peut-être éviter les atacas, les canneberges à Noël, car le pinène qu'elles contiennent pourrait, selon certains experts, potentialiser le souvenir des événements ayant causé le traumatisme initial. Vous ajoutez de la cannelle et des clous de girofle dans votre recette de canneberge, eh bien ces deux épices contiennent beaucoup de cariophyllène. Le gingembre, il est rempli de bisabolol, que l'on retrouve aussi dans le cannabis, mais pas que. Le bisabolol est un anti-inflammatoire et donc on le retrouve aussi dans la camomille sauvage et dans l'huile de bergamote. Donc, si vous buvez du thé Earl Grey, vous buvez du bisabolol. D'ailleurs, c'est la première fois que je me pose cette question, à savoir si les spécialistes de la cuisine au cannabis tiennent compte des propriétés spécifiques des épices lorsqu'ils confectionnent leur repas. OK, j'ai le temps pour un dernier partage. Si on veut comprendre la réalité du marché noir au Canada, il faut regarder aux États-Unis pour avoir des chiffres et des opinions précises. Il semble que le marché noir de la Californie domine le marché légal qui a maintenant 6 ans. 6 ans depuis la légalisation. On blâme là aussi les taxes énormes et la frilosité des différents législateurs. Alors que New York a déjà légalisé en 2021, on craint que la lune de miel provoquée par la nouveauté de la légalisation arrive déjà à sa fin. Les acteurs de l'industrie croient que la solution réside dans la prolifération de points de vente. On sait que cela n'est pas complètement vérifié dans les faits. La SQDC en est la preuve. Dans les derniers mois, la croissance de ces ventes était plus forte que celle des provinces où le privé domine. On sait que cela n'est pas complètement vérifié dans les faits. La SQDC en est la preuve. Dans les derniers mois, la croissance de ces ventes était plus forte que celle des provinces où le privé domine. Tout n'est pas simple, on est bien d'accord. OK. Dans une perspective à long terme, la dangerosité du marché noir, c'est qu'il mine aussi la confiance des investisseurs potentiels. Oui, pourquoi investir dans un secteur économique où les tricheurs ont pignon sur rue et des sites Internet qui promettent la livraison dans la demi-journée? Si on veut de nouveaux investissements dans le secteur du cannabis, ce ne sont pas des profits qu'il faut promettre. C'est une absence de marché noir, ce qui est difficile à faire. Un marché noir qui s'affiche d'ailleurs
sans retenue sur les réseaux sociaux. Facebook va vous éjecter pour avoir osé contredire la ligne dure de votre gouvernement. Mais vous pouvez y faire concurrence à la SQDC sans problème. Facebook, comme le marché noir, marche à l'argent. Et voilà, c'était le 127e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, évidemment, vos partages, encore merci, et vos suggestions. Ça aussi, c'est précieux. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.